et bienvenue à ce nouvel épisode Solo Baoba SLB. Ça fait très longtemps, hein? En effet. Alors, aujourd'hui, nous revenons vers vous pour une vidéo sur l'endettement. Alors, on va vous parler un peu de l'endettement chez les immigrants. Pourquoi est-ce que dans nos communautés, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations inextricables, avec des dettes difficiles à payer? Ces personnes-là, sur le long terme, développent des problématiques de stress, d'anxiété, de dépression. Elles ont la sensation que leur avenir est bouché. Elles ne savent pas du tout comment elles peuvent s'en sortir. Mais, tu es d'accord avec moi, quand on observe aussi, c'est dû souvent à des mauvaises décisions. Donc, les gens s'endettent facilement, mais ils oublient que l'endettement, ça vient avec les cas de crédit, ça vient avec les petits prêts personnels, le prêt de voiture, et après, ça devient difficile à rembourser. Donc, dis-moi, ça fait des années que tu es à l'étranger. Je suppose que tu as parcouru différents pays, la Suisse, c'est ça. C'est bien ça. Le Canada, et encore où ça que tu es allé? Et des voyages, Voilà. des conférences, Ok. etc., D'accord. dans Donc, différents pays. tu Voilà. as une vue un peu transversale, on peut dire ça, de la problématique de l'argent dans les communautés africaines, n'est-ce pas? C'est bien ça. Quelle est ta perception des choses en fait par rapport à ce problème de surendettement même? Parce que quand on dit endettement, ça veut dire qu'on a même encore la capacité de rembourser et de vivre. Mais c'est plutôt le surendettement, donc des gens qui n'arrivent même plus à rembourser leurs dettes. Ok. Merci pour la question, Yann. D'abord, il faudrait situer la problématique du surendettement des communautés migrantes dans celle plus vaste, simplement du surendettement. Ok. Les immigrants vivent dans les sociétés occidentales et ces sociétés occidentales font face à un surendettement. Qu'on soit immigrant ou non, c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde. Donc Exact. je préfère commencer par là. Tu as raison, tu as raison, tu as Ok. raison. À tel point que c'est devenu une préoccupation extrême là, pour certains gouvernements, pour certaines banques nationales. Maintenant, pourquoi spécifiquement les immigrants? La première raison que j'avancerai, c'est la méconnaissance des systèmes financiers. Tu vois, Yann, nous venons, pour beaucoup d'entre nous, de pays où les cartes de crédit ne sont pas connus ou sont très peu connus, sont très peu utilisés. Exact. Nous venons de pays où pour bâtir sa maison, on ne prend pas de crédit à la banque, on ne prend pas d'hypothèque sur 25 ans, sur 30 ans, sur X nombre de décennies. On épargne progressivement, on fait appel aux amis au village pour nous aider à monter les murs, etc. Et au final, on a une bâtisse qui nous couvre, qui assure notre sécurité et celle de notre famille. Et on n'a quasiment pas de dette. Quasiment pas. On construit sur fonds propres. Sur fonds propres, voilà. Nous venons aussi de pays où la surconsommation n'est pas connue. Ici, il faut changer le meuble. Ici, il faut payer le stationnement. Ici, il faut payer les amendes parce qu'on a mal stationné. Ici, il faut payer les activités pour les enfants. Ici, il faut payer la salle de sport. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je courais le samedi, on courait dans la rue, on allait jouer sur le terrain là, de l'église. Hein. L'église, pas très loin du quartier, on marchait 20-25 minutes et puis le terrain était là et puis on s'amusait le samedi après-midi et on revenait. Gratuitement, pas besoin de payer. Voilà, tout simplement. Okay. Donc, autant de différences qui font que les revenus générés par les immigrants s'évaporent très rapidement. Et je n'ai pas encore mentionné la famille au pays. Ah oui, ça c'est encore un gros poste de dépenses. De dépenses, voilà. Donc si je comprends bien, tu es en train de dire qu'on vit dans des environnements où on doit tout payer en fait. Donc que ce soit pour s'amuser, que ce soit pour se loger, bon ça c'est un peu normal. Mais même les petites choses, les petits plaisirs, les activités, on doit mettre la main à la poche. Donc au final, on se retrouve avec plus de dépenses que de revenus. Absolument. Avoir d'autres sources de revenus. Ça, c'est absolument crucial. Sinon, on ne s'en sort non, c'est impossible. Vraiment pas. Et je voulais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il faut penser à augmenter les revenus, mais il faut aussi penser à consommer malin et diminuer les dépenses. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer, par exemple, dans l'achat d'une maison.
parce qu'ils ont vu les autres faire. Alors, il y a un tel qui a acheté la maison, je vais aussi acheter. Un tel a acheté une voiture, je vais aussi acheter. Et quand on regarde les revenus de la personne, on se dit, mais enfin, comment est-ce que tu vas t'en sortir si tu achètes cette maison? Il y a des gens qui ont de grosses maisons, tu rentres dans la maison, il n'y a même pas de meubles. Qui ont de grosses voitures, ils n'ont jamais l'argent pour mettre l'essence dans la voiture. Et même si la voiture tombe en panne, ils ne peuvent pas aller la réparer. Tu vois, donc je me dis qu'il y a aussi peut-être, je ne sais pas si c'est un complexe ou cette envie de toujours montrer que nous aussi on peut, qui fait qu'on s'endette en fait pour rien. On accroche un peu notre sac où on ne peut pas décrocher, comme on dit souvent chez nous. Tu mets le doigt sur ce qu'on appelle la surconsommation immobilière. On a parlé de surconsommation tout à l'heure, mais il y a aussi la surconsommation immobilière dans la mesure où on acquiert un bien immobilier dont en fait dont on n'a pas besoin, qui excède nos besoins. Quand on est 2, 3 peut-être membres dans la famille et puis on a une maison de 4, 5, 6 chambres, à quoi ça sert? Il y a la fausse idée, on revient à la littératie financière, à l'éducation financière. Il y a la fausse idée selon laquelle acquérir un bien immobilier est un investissement. Non. Le célèbre auteur Robert Kiyosaki l'a suffisamment démontré, il n'est pas le seul. Exactement. C'est probablement le plus connu, Père riche, Père pauvre. Nous vous invitons à lire et à relire ce livre. Très instructif. Je l'ai lu 3 fois et franchement, j'ai beaucoup appris. À chaque fois que je le lis, j'apprends autre chose. Je comprends un petit détail que je n'avais pas compris avant. C'est une redécouverte. C'est une redécouverte. C'est fabuleux. Il le dit, il explique en des mots simple. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donc conseiller aux nouveaux immigrants qui arrivent dans les pays étrangers et qui se retrouvent avec une facilité d'endettement, c'est-à-dire les cartes de crédit sont faciles à avoir, les prêts sont faciles à avoir. Qu'est-ce que tu les conseillerais? Avant de répondre à ta question, il faudrait que je précise, Yann, que certaines dettes peuvent être positives. Quand on sait évidemment ce qu'on fait, quand on sait les utiliser. Oui. Une dette pour acquérir une maison, oui, une maison, dont on mettra par exemple le sous-sol en location. Vous habitez à un côté ou vous achetez un duplex par exemple, vous habitez un appartement, vous mettez l'autre appartement en location ou le sous-sol, etc. Ça peut être très très positif quand c'est bien pensé. Une dette pour suivre une formation bien ciblée, bien précise, pas une formation pour de la formation, pas un diplôme pour ajouter aux nombreux diplômes qu'on a, mais une formation professionnelle, une formation qui est en demande, sur le marché du travail. C'est un investissement qui va rapporter tout le reste de votre vie. Donc, il y a des endettements très, très positifs. Qui sont des investissements. Qui sont des investissements. Pas des endettements. Voilà. Maintenant, quel conseil donner à nos amis nouveaux arrivants? Le premier conseil, c'est de bien s'informer sur le système financier, sur le pays, comment ça marche. Comment ça marche, oui. Il faut s'informer, il faut lire, il faut être curieux, il faut poser des questions. Deuxième conseil, éviter de tomber dans le piège de la surconsommation, qui lui-même vient souvent du fait qu'on a du mal à maîtriser ses désirs, hein, à repousser à plus loin, n'est-ce pas, la satisfaction de ses désirs. On vient de milieux parfois difficiles, on a toujours rêvé à avoir telle ou telle voiture, exact. Et puis voilà, maintenant qu'on a accès au crédit, tiens, il faut que je m'offre telle voiture parce qu'il faut que je me fasse plaisir, j'ai trop longtemps souffert, etc. Alors que ce n'est pas le bon moment, alors qu'on aurait pu attendre 2-3 ans, oui. Le temps, n'est-ce pas, d'avoir certains investissements et sur la base des revenus générés par les investissements, financer dans l'acquisition de cette auto. Donc déjà savoir la différence entre un actif et un passif et aussi cultiver la patience. Donc c'est pas parce que certaines personnes ont acheté une maison qu'on va aussi acheter, parce que les gens ne disent pas souvent tout. Ils vont déjà acheter une maison mais ils vont jamais dire que peut-être mon père ou ma mère m'a aidé ou j'ai eu de l'aide, j'ai vendu mon terrain pour le faire. On va juste dire j'ai acheté une maison et vous allez croire que vous aussi vous pouvez acheter parce que vous gagnez peut-être 300 €, 400 $ en plus, alors que c'est pas vrai. Les gens ne disent pas toujours la vérité. Ils ne disent pas toujours comment ils ont fait pour acquérir leurs biens. Donc, il ne faut pas vous baser sur ce que les autres font pour vous lancer dans des investissements dont ce sera à vous de payer le prix après. Donc, pour moi, ça, ce serait vraiment le conseil que je donnerais aux gens.
Chacun a son rythme en fonction de ses capacités, en fonction de ses possibilités. Tout le monde ne peut pas payer une grosse maison. Et si on ne peut pas vivre dans une grosse maison, c'est pas grave. On est patient et un jour peut-être, si on a les moyens, on pourra le faire. Mais définir ses besoins prioritaires et vraiment accrocher votre sac où vous pouvez décrocher. Et d'ailleurs, il y a des études, il y a des livres qui le montrent très bien, hein, qui montrent que acquérir un bien immobilier peut être l'un des pires investissements Oui, qui soit. On pense, on vient de culture où avoir un bien immobilier, c'est l'idéal, hein, c'est l'aboutissement, c'est avoir l'aboutissement, sa c'est le maison, son Saint Graal. Non, terrain. c'est pas vrai. Strictement, sur le plan strictement financier, ça peut être très très faux. Évidemment, acquérir un bien ne se limite pas au côté financier, il y a le côté affectif, il y a la famille, peut-être qu'on a des enfants, on veut qu'ils aient plus d'espace, on comprend ça. Mais si on s'arrête à l'aspect strictement financier, avoir un bien immobilier n'est peut-être pas conseillé. C'est ça, surtout qu'il n'y a pas que le crédit. Quand on achète un bien, il y a le crédit, comme tu as dit, il y a les taxes, il y a les assurances aussi qui augmentent. Donc, il faut parfois faire tout le calcul avant de se lancer pour acheter un bien. On peut louer pendant un certain temps en préparant justement l'achat. Et comme Bertrand l'a bien dit, c'est important d'avoir différentes sources de revenus, que ce soit l'entrepreneuriat ou pas. Mais prenez l'habitude de développer des petites activités à côté qui vont vous rapporter un peu d'argent. Ça vous permet de régler, par exemple, les dépenses imprévues. Je ne sais pas si tu as encore autre chose à rajouter. Non, nous avons tout dit. Nous invitons nos chers abonnés à aimer cette vidéo, à la partager, à s'abonner, à commenter et à se référer à nos vidéos précédentes qui parlent de La finances, littératie de littératie financière. financière. Voilà. Et si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et nous allons pouvoir échanger. On leur dit au revoir. On vous dit au revoir, évidemment, et on vous retrouve prochainement avec autant de plaisir. À très bientôt. Au revoir.